conférence et on a décidé d'articuler tout ce webinaire autour d'une étude de cas autour d'un escalier balancé. Donc, on a réalisé chez Bouchot Architecte. Et donc, je vais vous présenter cette étude de cas. Je vais vous présenter une première solution dans Grasshopper, une seconde solution dans Paramo. Paramo, si vous ne connaissez pas, c'est un petit peu la même chose que Grasshopper, mais à l'intérieur d'Archicad, ou alors c'est un petit peu comme Dynamo pour Revit. On va venir ensuite à la question du garde-corps, quelques trucs pour voilà, un petit peu dézoomer de la question juste réglementaire de l'escalier. Et on va essayer de dézoomer ensuite encore un peu pour avoir une vision un peu plus globale de ce que ça peut être, pourquoi le paramétrique. On a pris voilà, une problématique vraiment très spécifique, mais qu'on espère que vous pourrez un petit peu vous appuyer dessus en quelque sorte pour extrapoler à d'autres problématiques. C'est parti, je me présente. Bonjour, je m'appelle Hubert, je suis architecte, responsable R&D chez Bouchot Architecte depuis 2018. Je suis retrouvable sur LinkedIn. La CTH, à ce moment-là, ils m'ont demandé de faire une liste avec mes compétences et je me suis dit, bon, plutôt que faire une liste, je vais faire une frise pour vous dire un peu voilà, comment, disons, comment je vois ma pratique. Donc, en 2013, j'ai appris Rhino 3D. Alors, j'étais encore à l'école d'architecture à ce moment-là. En 2015, j'ai commencé Grasshopper. Pareil, j'étais encore à l'école d'architecture. Bon, Grasshopper, c'est vraiment c'est un voyage, hein, Grasshopper. C'est un truc, on commence à apprendre et puis on ne sait pas quand est-ce qu'on s'arrête. Je pense que c'est à peu près impossible d'apprendre Grasshopper en entier. Je pense que ça n'existe pas. Mais en tout cas, voilà, c'est à peu près là que j'ai commencé. Quand je suis arrivé chez Bouchot Architecte, j'ai commencé Archicad et à travailler aussi sur Blender. Alors, Blender, à cette époque-là, c'était pas ce que c'est aujourd'hui, c'était un peu moins crédible comme logiciel. Si vous ne connaissez pas Blender, c'est un logiciel qui est assez intéressant parce qu'il est complètement gratuit, il est open source. Et comme il est open source, il a une très grande communauté et de personnes qui codent et qui fabriquent des outils sur Blender et donc des outils spécifiques à certains métiers. Par exemple, il y a des architectes et des designers qui utilisent Blender et qui vont comme ça qui vont coder des petits outils pour nous. J'ai appris en 2020, j'ai appris Excel. Alors, c'était en plein confinement, j'ai pris une journée, je me suis dit, bah, pendant 8 heures, je vais apprendre Excel. Et c'est le truc le plus utile que j'ai fait de ma vie. Si jamais vous voulez qu'on reparle d'Excel, on pourra en reparler plus tard. Je ne vais pas trop parler d'Excel dans cette présentation-là, mais je cite mon patron. Mon patron dit, pour faire de l'architecture, il faut commencer par respecter le budget, le programme et le planning. Et voilà, et tout ça se fait très très bien avec Excel. D'autant plus avec Excel, on peut aussi analyser de la maquette IFC, on peut aussi faire ce genre d'analyse. Donc c'est vraiment très très intéressant. Et en 2022, j'ai commencé Paramo, donc sur Archicad 24. Donc Paramo, c'est l'équivalent de Dynamo sur Revit. C'est Paramo sur Archicad, c'est un petit peu aussi la même chose que Grasshopper sur Rhino, mais bon, on y reviendra après, vous allez voir, c'est beaucoup, beaucoup plus limité. J'essaie de poursuivre un petit peu cette partie-là sur un petit peu mon environnement de travail, en quelque sorte, avec cette petite slide. Alors, pourquoi je me suis mis à faire un petit peu du paramétrique? Il y a une des premières raisons, c'est que l'architecture, en fait, dans le marché de la 3D, c'est un marché ultra niche, c'est-à-dire qu'autour du cinéma, du jeu vidéo, qui est la plus grosse industrie culturelle en France aujourd'hui, ou du design industriel, à chaque fois que vous voyez une publicité pour un iPhone, une publicité pour un Samsung, je ne cite pas 3 marques, hein, j'en cite 2, j'ai plus d'idées. C'est souvent de la 3D, en fait. Donc, le marché de la 3D, c'est un énorme marché, mais l'architecture à l'intérieur de ça, c'est une toute petite niche, et d'autant plus, le marché de l'architecture française, c'est encore une plus petite niche à l'intérieur de ça. Donc, très clairement, Graphisoft et Autodesk ne s'intéressent pas du tout aux spécificités de la réglementation française. Donc, c'est une des raisons pour laquelle j'ai commencé à faire de l'architecture paramétrique. J'ai essayé de faire une frise, alors un axe, voilà, gauche-droite, avec, on pourrait se dire à gauche, par exemple, l'humain, avec ce qui serait le langage le plus proche de l'humain pour un architecte, par exemple, ce serait le dessin à la main, et à droite, ce serait l'ordinateur. Voilà. Et on aurait plusieurs nuances comme ça. Je vais un peu détailler ça. Donc, en ligne, j'ai en haut la ligne avec Blender. Au milieu, la deuxième ligne, c'est la ligne avec Archicad. Et la troisième ligne, c'est l'environnement de travail Rhino.
Et donc voilà, et de gauche à droite, donc on aurait en DAO, donc en dessin assisté par ordinateur, tout ce qui se passe sur Rhino, c'est-à-dire que vous ne demandez pas à la machine d'avoir de l'intelligence, vous dessinez simplement voilà, des lignes. Alors c'est ce qui se passe aussi sur les feuilles de travail Archicad, c'est aussi ce qui se passe sur Blender quand vous dessinez simplement, c'est ce qu'on pourrait appeler modélisation destructive, par exemple. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à avoir la possibilité de revenir en arrière, on modélise simplement et on n'inscrit pas d'informations à l'intérieur de la modélisation. Le degré un peu après, ce serait la CAO, la conception assistée par ordinateur. C'est-à-dire un exemple très simple de conception assistée par ordinateur. Vous faites un clic, vous faites un deuxième clic, et l'ordinateur dessine un mur avec une épaisseur, une hauteur, des informations, une composition de mur. Ça, typiquement, c'est de la CAO. Et donc, une des raisons pour laquelle on peut faire du paramétrique, c'est aller un cran plus loin dans la personnalisation des outils. Donc, par exemple, voilà, la programmation visuelle. Donc, c'est exactement la programmation visuelle, c'est ce qui se passe dans Grasshopper. Je pense que je ne présente pas spécialement Grasshopper, puisque je pense que c'est très, très connu parmi les architectes. Mais en gros, ça va permettre aux concepteurs d'aller un cran plus loin dans la personnalisation, c'est-à-dire de fabriquer en quelque sorte ses propres outils, même si ça va être souvent dans la programmation visuelle des outils spécifiques à un projet, à un cas d'usage assez restreint en quelque sorte. On peut aller un cran plus loin encore dans la programmation textuelle. Alors là, c'est vraiment on code des lignes de code. Donc sur les différents environnements de travail. Donc voilà, les deux petits serpents jaunes et bleus, c'est Python. En GDL, en C#, voilà. Donc sur les différents environnements de travail, on peut souvent coder en textuel. Alors l'intérêt de le faire, c'est souvent qu'il y a plus de possibilités qu'en programmation visuelle, puisqu'en programmation visuelle, tous les logiciels de programmation visuelle se reposent sur une interface sur un langage de programmation textuelle. Et donc l'intérêt d'aller en textuel, c'est d'avoir plus de fonctions voilà, disponibles, et donc on peut faire des choses plus précises. Et enfin, le dernier niveau, plus proche de la machine encore, c'est l'outil vraiment sur mesure en C++. Le C++, c'est le langage en général avec lesquels est codé les logiciels. Donc là, c'est quasiment, enfin, si vous le faites par exemple sur Archicad, il y a un truc qui s'appelle Archicad API. Si vous le faites là-dessus, c'est vraiment vous travaillez pour Graphisoft. Donc voilà, si vous avez envie de travailler pour Graphisoft, c'est le truc. Bon voilà, c'est pour ça que je ne vais pas aussi loin moi dans ma pratique parce que je n'ai pas tant vu que ça de l'intérêt d'aller jusque là. Mais en tout cas, en programmation visuelle, c'est vrai qu'on arrive à faire des trucs très sympas. Je finis ma présentation de qui je suis en présentant mon agence, Bouchot Architecte. Donc c'est une agence d'architecture. On fait essentiellement de la réhabilitation d'immeubles haussmanniens en bureau haut de gamme. Et c'est la raison pour laquelle j'aime bien présenter l'agence avec cette image simplement. Donc on voit qu'on est sur un immeuble haussmannien avec la forme de la toiture, mais on voit aussi qu'on n'est pas sur un immeuble forcément avec des ouvrages très anciens. On voit de la brique, on voit un petit peu, il y a du béton là-dedans, il y a de la poutre alourdie, on voit que la toiture elle est plus récente qu'il y a 200 ans. Et en fait, c'est exactement ça qu'on fait, c'est-à-dire qu'on fait de la réhabilitation sur des immeubles qui ont déjà subi des travaux, mais généralement sans toucher à la façade sur rue. On réalise plutôt voilà, éventuellement donc les cœurs d'îlots, en quelque sorte. J'aime bien ce projet, il est assez impressionnant pour l'ampleur des travaux qui s'est passé. Mais ça vous oriente un petit peu sur pourquoi est-ce que je me pose certains types de questions et pas d'autres. Je pense qu'on ne se pose pas tous les mêmes questions en fonction de notre pratique. On est divisé en 4 équipes plus une, pôle architecture d'intérieur, pôle paysage, pôle MOX et équipe R&D hors piste que je représente. Alors en gros, qu'est-ce que ça veut dire la compétence R&D en agence d'architecture? Dans mon cas, ça veut dire je dépose des crédits impôt recherche. Voilà. Je suis capable si une personne me dit tiens, Hubert, c'est un petit peu innovant ce qu'on est en train de faire, je suis capable de dire bon, bah, ça rentre dans les critères du crédit impôt recherche ou pas. Voilà, en gros, c'est ça cette compétence. Ce qui est intéressant avec la question de l'escalier, c'est que c'est typiquement un objet qui passe de main en main au fur et à mesure du projet, et ça peut être du temps très très long. Donc c'est souvent les escaliers des objets imaginés par l'équipe architecture, par un nombre de dégagements, un nombre d'UP. Et puis, quand on avance un petit peu, ça va être des objets qui vont être redessinés par l'architecte d'intérieur ou par le paysage si c'est des escaliers extérieurs et qui vont être encore affinés à la fin par l'équipe MOX et puis mis en œuvre par l'équipe MOX. Et je trouve que c'est des objets intéressants parce que ils sont à la fois en 3D, c'est des objets un petit peu comment dire, typiques de l'architecture. Il faut les dessiner en 3D, mais ils sont aussi esthétiques et ils sont aussi réglementaires. C'est une des raisons pour lesquelles on a choisi ce sujet-là pour ce webinaire. Et l'escalier en question dont on va traiter,
C'est cet escalier du 22 boulevard Malesherbes, dans le 8e arrondissement de Paris. C'est un escalier monumental, donc décloisonné, qui mène au sous-sol. Donc dans la réglementation incendie, il ne compte pas comme un dégagement. Mais pour qu'il soit joli, on le fait 2 UP. Et donc, dans le cas de ces escaliers-là, donc c'est un escalier où on est en ERP, en établissement recevant du public, mais c'est un petit peu la même réglementation si on avait été en IOP, c'est-à-dire en installation ouverte au public. Donc, c'est code du travail. Le giron sur la ligne de foulée doit être égal à 28 cm. Le giron extérieur doit être égal à 42 cm. Et la distance entre l'intérieur, alors tout le long, je vais appeler intérieur cette ligne-là et l'extérieur cette ligne-là. Voilà. La distance entre l'intérieur et la ligne de foulée, c'est 60 cm, donc sur un escalier de 140. Alors, Archicad ne permet pas de régler la contrainte du giron extérieur. Il n'y a pas de réglage, c'est-à-dire que c'est hors du scope de ce que permet de la façon de réfléchir d'Archicad. Je préparais un peu ce webinaire et j'entendais dire que sur Revit, c'était un petit peu pareil. Mais je ne sais pas, je ne suis pas révitien. Donc, au moment où je suis arrivé à l'agence, moi, cet escalier, en fait, il était déjà dessiné. Donc, je ne l'ai pas dessiné vraiment sur le coup. Mais on m'a demandé comment est-ce qu'on ferait si on devait le faire mieux que ça la prochaine fois. Donc, ma démarche là, c'est une démarche de rétro-ingénierie. C'est-à-dire que je réfléchis après coup. Donc, toujours plus facile de réfléchir après coup. Mais en tout cas, j'avais toutes les contraintes, en quelque sorte, réglementaires pour réfléchir à ce truc-là. Je vous ai mis cette slide pour vous dire que voilà, ça ne sort pas de mon chapeau, les 42 cm, c'est bien la réglementation. Je passe un petit peu vite. Et donc, on arrive à la solution Grasshopper. Alors, avec mon patron à ce moment-là, avec mon manager, on s'est dit, finalement, le paramétrique, en quelque sorte, c'est assez proche de la pratique des architectes des années 60 avec le décalcage. C'est-à-dire que les architectes des années 60 avaient des grands calques avec des blocs sanitaires tout prêts, comprenant toutes les réglementations. Enfin, on était sûr à peu près que ces blocs respectent les réglementations et ils décalquaient comme ça ces blocs sur leur plan. Alors, on s'est dit, le paramétrique, ça peut être un petit peu pareil, sauf que entre 2 blocs, finalement, on aurait toutes les nuances qui seraient possibles d'insérer. Alors, j'aime bien mettre en relation le calque avec les blocs sanitaires avec les gars qui travaillent, parce que je trouve que c'est sympa de mettre en relation la nature du travail avec les conditions de travail. Je trouve que ça parle pas mal. Alors voilà, ce qu'on s'est dit à ce moment-là, c'était finalement, la machine, elle peut s'occuper du travail de réglementation. Par contre, elle ne peut pas s'occuper du travail esthétique. Alors, on est en 2019 quand on se dit ça. Il n'y a pas d'IA ni rien du tout. Alors, aujourd'hui, on se poserait peut-être la question un peu de manière différente, mais en vrai, je ne pense pas. Je pense qu'il faut vraiment rester avec ce truc. Réglementation, c'est un travail de machine. L'esthétique, c'est un travail d'humain. Et donc, on s'est dit, à ce moment-là, autant faire cet escalier simplement en 2D. On se crée simplement un gabarit, une règle, qui va permettre de dessiner ce truc en 2D, et ensuite, l'humain, l'architecte derrière, va retravailler là-dessus, va prendre cette base pour retravailler les choses de manière esthétique. C'est pour ça qu'on ne va pas plus loin que la 2D ici. Alors, j'ai préparé la démonstration sur Grasshopper. Je vois si ma tête est pas trop grosse pour le truc. Bon, c'est sur la gauche de l'écran, de toute façon, ça se passe. Je vais mettre pause parce que on n'a pas tous le même flux vidéo en Teams, donc je mets des pauses et je commente tout ce que je fais. Je commence à faire un rectangle pour simplement déterminer l'emprise de cet escalier. Donc, vous vous rendez compte déjà qu'on a fait un choix. On a fait le choix de dire l'escalier tient dans un rectangle, ce qui n'est pas le cas de tous les escaliers, et notamment en réhabilitation, c'est pas toujours le cas, mais sur le 22 Malesherbes, c'était ça. Je sélectionne simplement les 3 lignes en haut et je crée un chanfrein, voilà, filette sur Grasshopper. Je décale cette ligne pour obtenir la ligne intérieure. Donc, je la décale de la largeur de mon escalier. Je décale encore cette ligne et j'obtiens la ligne de foulée. Et là, je fais à nouveau un choix, c'est-à-dire que je me dis, au milieu de mon escalier, il y a une hauteur de marche. Il y a une marche. Donc, il n'y a pas un giron. On aurait pu dessiner comme ça un giron ici au milieu, mais on a une marche et c'est ça qui détermine. Voilà. Et l'escalier, il va être en quelque sorte symétrique si le nombre de marches est un nombre impair. Si le nombre de marches est pair, on aura une marche de plus d'un côté puisqu'on a déjà une marche au milieu, donc forcément, nombre impair s'il est symétrique. Et donc, je découpe mes lignes, voilà,
pour n'obtenir... Alors, ça y est, j'ai fait la bêtise de cliquer au moment où il ne me posait plus le truc. Pardon, je reviens au même endroit. Voilà, hop, je découpe les lignes pour n'obtenir qu'une partie, puisque finalement, je travaille sur une partie et ensuite, je ferai simplement un symétrique. Partie, donc, je crée une série de points sur la ligne extérieure, donc qui est 42 cm. Je crée une autre série de points sur la ligne de foulée, donc qui va être ici, bon là en l'occurrence pour l'instant c'est 34, mais on va pouvoir mettre plus, moins au fur et à mesure. Et je relie ces deux séries de points par des lignes. Alors, petit trick que je fais ici, c'est que je m'arrange pour qu'il y ait le même nombre de points sur chacun des deux trucs, sinon ça fait un peu de la merde. Je prolonge ensuite mes lignes pour obtenir l'intersection entre ces lignes prolongées et la ligne intérieure de l'escalier. D'accord? Maintenant que j'ai une série de points d'un côté, une série de points de l'autre, et qui passent toujours par ces lignes de giron 28 cm, je vais pouvoir générer ces lignes qui ressemblent à des marches. J'ai un peu réglé le truc parce qu'en fait, là, je me trouve dans un cas particulier, mais en fait, qui va être le cas le plus courant en réalité, par rapport à juste avant. Là, je me rends compte que j'ai bien des marches qui se balancent, mais j'ai un souci avec mes deux dernières marches en bas. Elles se balancent trop. Alors, il va falloir que je repère avec, je vous avoue que là, c'est de la trigonométrie. Avec de la trigonométrie, il va falloir que je repère quelle ligne finalement se balance un petit peu trop. C'est parti. Donc, je crée un vecteur Y. Alors là, c'est marqué X pour l'instant, voilà, parce que je me suis trompé. Je crée un vecteur Y, je compare ce vecteur Y. Ah oui, j'ai ma grosse tête là, comme ça, voilà, je vois. Le vecteur Y, je le compare avec chacune de ces lignes. Je regarde l'angle, je regarde le cosinus de chacun de ces angles. Et en fait, à certains moments, j'ai des cosinus qui ressortent négatifs. Et en fait, quand ils ressortent négatifs, c'est parce que l'angle a dépassé l'horizontale. Donc, je peux trier maintenant les lignes qui sont bonnes et les lignes que je ne veux plus voir. On continue un peu. Donc, je trie et ce que je vais faire, c'est que je vais simplement remplacer ces lignes par les points qu'on avait tout à l'heure sur la ligne de foulée, toujours espacés de la même espace, donc 28 cm de giron par exemple, je pense que j'ai mis ça à peu près. Et ces points-là, je vais simplement y associer des lignes horizontales. Je trouve l'intersection à gauche, je trouve l'intersection à droite. Et ça y est, j'ai mes dernières marches qui sont bien droites, parce que voilà, un escalier balancé, il faut quand même commencer par une marche droite. Alors oui, petite précision, la particularité de l'escalier balancé par rapport à l'escalier hélicoïdal, c'est donc que les lignes des marches ne sont pas toujours perpendiculaires à la ligne de foulée. Voilà, je le précise parce que j'ai rencontré cette question-là. Là, ici, petit cafouillage, hein, je ne m'en cache pas, parce qu'il faut un peu chercher des fois, mais ça reste assez ludique de chercher. Simplement, je regarde en fait dans quel ordre les lignes se dessinent, de manière à savoir combien je vais en cacher, et bien les cacher, commencer à les cacher par le bas ici. Alors, ici maintenant, ce que je fais, c'est, voilà, là c'est pas trop mal, je vais me pousser. C'était pas si une bonne idée que ça, en fait, hein, de s'incruster dans l'écran. Alors, ici, j'ai la hauteur de la dalle. Ici, j'ai la hauteur de ma marche souhaitée, et je vais diviser donc la hauteur de la dalle, donc la hauteur de l'étage, par la hauteur de marche souhaitée, et je vais faire un arrondi au supérieur pour obtenir, comme j'ai un arrondi, c'est un nombre rond, je vais obtenir le nombre de marches. Et donc, je redivise maintenant ma hauteur de la dalle par mon nombre de marches, et c'est comme ça que j'obtiens la hauteur réelle de mes marches. Et en fait, je fais exactement comme ce qu'on fait à la main. Hein. C'est vraiment ni plus ni moins. Et donc là, j'ai calculé mon 2h plus G. Donc là, il est égal à 62 actuellement. Voilà, c'est juste une petite vérification supplémentaire. Je fais mon symétrique de l'autre côté et voilà, je m'arrange, je regarde si tout fonctionne bien. Et maintenant, on peut jouer avec. Et on a donc tout un tas d'escaliers balancés qu'on va pouvoir réaliser avec ce truc-là. Alors, j'ai sorti les 3 types d'escaliers balancés finalement que j'ai repérés. Alors, premier type, le type complètement arrondi qui est plutôt joli en plan, ça marche pas mal. Par contre, si vous regardez en élévation, c'est pas la même. Alors pourquoi? Parce que vous voyez, si vous regardez l'intérieur de l'escalier, vous vous rendez compte que les marches sont larges et puis elles se rétrécissent au fur et à mesure et puis elles se réélargissent un petit peu, etc. Et en fait, chaque marche est plus haute que la précédente.
Donc, ça veut dire que sur la ligne du limon, si jamais on a un limon, par exemple, eh ben, le limon, il va jamais être très droit, il va avoir une forme des formes de S, et on va revenir un petit peu sur cette problématique après. À l'autre extrême, j'ai l'escalier carré, complètement carré, qui est plus compact. Hein, si on regarde la ligne ici, si on suit, j'ai vraiment les mêmes paramètres à part le chanfrein du début. On a un escalier plus compact ici et donc qui fonctionne aussi. Ça existe, ce type d'escalier balancé fonctionne tout à fait. Par contre, entre les deux, si j'arrondis mais un tout petit peu, alors là, j'ai pas vraiment réussi à rechoper le cas dans la capture d'écran, mais vous pouvez me croire, et puis il y a une autre démonstration juste après, j'ai des marches qui se croisent en fait. J'ai un escalier au milieu entre les deux qui ne marche pas du tout, du tout. On ne peut pas le réaliser. Donc voilà, donc finalement, voilà, si on a un escalier par exemple encloisonné, c'est vrai qu'on pourrait se dire, on le fait tenir là-dedans. Alors ce que vous voyez, en respectant donc toutes les règles, on a vraiment suivi le truc au fur et à mesure, hein, c'est qu'on se rend compte que, eh ben, il y a des marches vraiment qui ont l'air plus étroite au milieu, mais c'est simplement l'angle entre la marche et la ligne de foulée qui commence à devenir tendu. Mais il n'y a pas de législation, à ma connaissance, sur cette caractéristique-là de l'escalier. Donc, a priori, ça fonctionne. Mais c'est vrai que l'espace pour poser votre pied, bah, il est un peu moindre. Et du coup, je me suis amusé à regarder qu'est-ce qui se passe si on fait un escalier 3 UP. J'avais entendu dire que c'était pas possible de faire un escalier 3 UP. J'arrive à avoir un escalier 3 UP ici, alors pas dans tous les cas, et c'est vrai que c'est plus difficile que l'escalier 2 UP, ça c'est certain. J'en ai un avec ce très grand arrondi. Ici, quand on est un petit peu arrondi, et ben, comme je vous disais, bah là, on a des marches qui se croisent à nouveau, donc là, vraiment, il ne marche pas celui-là. Et en fait, on a à nouveau les marches qui se croisent, même si on est tout carré. Donc voilà, donc l'escalier 2 UPI peut fonctionner, mais seulement complètement arrondi. Alors, une fois que j'ai fait ça, j'ai deux solutions, j'ai deux options pour travailler sur Archicad. Soit j'utilise une solution qui ne marche pas, soit j'utilise une solution qui marche. La solution qui ne marche pas, c'est la Live Connection. Alors pourquoi ça ne marche pas? Première problématique, comment je fais pour repérer l'emprise de mon escalier? Ah oui, la Live Connection, pardon. La Live Connection, en gros, c'est un plugin à la fois de Grasshopper et d'Archicad qui permet de dessiner à l'intérieur de Grasshopper et de visualiser ce qu'on est en train de dessiner, donc exactement ce qu'on a vu juste avant, directement à l'intérieur d'Archicad. Donc moi, ça m'intéresse seulement si je peux dessiner à l'endroit où je dois dessiner. Et donc, comment est-ce que je fais pour repérer l'emprise sur mon repère orthonormé de ce que je dessine sur Grasshopper avec mon projet Archicad. Bon, j'ai une déconnexion à cet endroit-là, donc je pourrais toujours importer le contexte dans Rhino, mais en fait, dans Rhino, on a souvent des problèmes de repérage. Les repères ne sont pas tout à fait les mêmes entre Archicad et Rhino, donc la plupart du temps, je ne fonctionne pas comme ça. Le deuxième souci, c'est que j'ai un souci d'interopérabilité à travers les différentes sessions de travail. C'est-à-dire, je travaille un jour, tout marche bien, c'est bien connecté. J'éteins mon ordinateur le soir, je le rallume. Le lendemain, il n'y a plus de connexion qui se fait. Or, souvent en paramétrique, comme je vous disais au début, c'est plutôt du temps très très long qu'on gère. Hein. C'est plutôt, on essaye d'économiser le redessin au travers de mois et d'années de projet. Donc, voilà, donc ça ne fonctionne pas du tout. Le troisième problème, c'est un problème de mise à jour logiciel, je passe dessus. En gros, c'est des problèmes de version de plugin, c'est pas très intéressant. La solution qui marche un peu plus, c'est une solution plus classique, c'est je fais un bake, c'est-à-dire je fige la géométrie à l'intérieur de Rhino, de la géométrie de Grasshopper, j'exporte un DWG depuis Rhino et j'importe mon DWG à l'intérieur d'Archicad. C'est généralement ce que je vais faire. Alors, une fois qu'on a dit ça, moi, si je réalise ce truc, je réalise ce petit modèle pour faire un escalier balancé, et en fait, il n'est pas utilisé. Il n'est pas utilisé par mon équipe. C'est pas faute d'avoir montré comment ça marchait, c'est pas faute de l'avoir refait avec eux, etc. Alors pourquoi ça marche pas avec l'équipe? C'est parce que il y a peu de gens qui vont ouvrir Rhino, ouvrir Grasshopper, faire fonctionner quelques sliders, réexporter tout. C'est hyper lourd dans le workflow. Donc ça marche vraiment pas. Et c'est marrant parce qu'en préparant un peu cette présentation, je me rends compte, je pense que vous en avez conscience aussi, qu'on est une communauté un petit peu difficile parfois sur tout ce qui est solution tech, il suffit de faire ça, enfin ça marche. Voilà. C'est pas seulement parce que la solution techniquement fonctionne qu'elle est vraiment utilisable au sein d'une agence d'architecture.
au sein d'un protocole de travail normé puis un peu cool, quoi. C'est-à-dire que il faut que les gens ils puissent travailler un petit peu, voilà, s'approprier un peu leur outil de travail. Voilà, c'est pas super cool de leur dire bon bah voilà, fais ça, va t'occuper de ça sur Grasshopper et puis reviens. Enfin, la plus-value humaine, enfin, voilà, il y a un peu d'ingénierie sociale quand même à l'intérieur de ça. Fabriquer des solutions techniques, ça suffit pas forcément. C'est pourquoi, ouais. Tu vois. Ah, je cache beaucoup, pardon. Alors, une seconde, layout, non, toc, est-ce que comme ça? Non, c'est encore pire. Non plus. Content only? Ouais, mais j'ai plus la caméra, mais je pense que c'est pas grave. On me voit? Bah, nickel. Ok, moi je me vois plus, mais bah, c'est nickel. Pardon, désolé pour le cafouillage technique. Alors, voilà, tout ça pour dire, la solution Grasshopper n'est toujours pas utilisée en 2024 puisqu'on a dessiné ce nouvel escalier 62 rue du Louvre et effectivement la personne qui l'a dessiné en MOX a dû le redessiner. Alors là, c'est un escalier, bon, il est dans un trapèze, mais a dû le redessiner à nouveau à la main parce que voilà, finalement, pourquoi utiliser un workflow qu'on ne connaît pas plutôt que bah, finalement y passer une demi-heure, c'est pas si long que ça. Voilà, bon. Tout ça pour dire, on arrive à la solution un petit peu dans Paramo, donc l'équivalent de Dynamo dans Revit. Là, c'est Paramo dans Archicad. C'est une interface donc, de programmation visuelle, donc exactement comme Grasshopper, mais à l'intérieur d'Archicad. C'est du langage GDL extrêmement, extrêmement simplifié, c'est-à-dire qu'il n'y a que 77 composants. Alors, je vous les ai tous mis là à droite, et puis en plus, c'est un environnement de travail fermé, donc on ne peut pas importer d'autres composants comme dans Grasshopper. Donc, moi, j'avoue, quand j'ai découvert ce truc-là, je me suis dit, merde, c'est quand même, il y a quand même pas grand-chose, quoi. Et finalement, eh ben, je trouve très, très intéressant de travailler avec. J'ai vraiment renoué, en fait, avec le plaisir de modéliser, de faire de la modélisation paramétrique. Parce qu'en fait, il y a tout un tas de petites choses. Disons on est obligé de tout réaliser soi-même en composant. C'est-à-dire que j'ai pas d'intersection, comme je vous montrais tout à l'heure. Voilà, on est obligé vraiment de tout imaginer soi-même. Et donc, il y a une grosse démarche mathématique derrière. Et je vous avoue que ça m'a rappelé mes années de lycée. Donc, j'étais très, très content. Voilà, ça ne permet de fabriquer que des objets. En même temps, on s'en fout un peu de fabriquer d'autres choses que des objets. Déjà, Archicad permet de classifier les choses différemment. Si je fabrique un escalier en Paramo, je peux toujours dire, bon, classification IFC, c'est un escalier. Hein, finalement, je pense que, je ne sais pas vraiment sur quel type de projet on regarde. Enfin, moi, en tout cas, ce n'est pas les projets qu'on gère, les projets sur lesquels on regarde vraiment les classifications IFC et on juge avec ça. Alors, j'imagine que pour sortir des quantitatifs, ça peut être intéressant. Mais je pense qu'en général, entre bureau d'études et architectes, si ça ressemble à un escalier, ça a des marches, généralement, c'est un escalier. Hein. Si ça nage comme un canard, ça ressemble à un canard, ça fait coin-coin, généralement, c'est un canard. Voilà. Et donc, pour Paramo, donc, je réalise des vidéos sur la chaîne YouTube de Bouchot Architecte. Il y a des démonstrations Paramo et dans chaque description de démonstration, vous avez l'objet à télécharger sur Drive. Donc, voilà. Vous pouvez un petit peu vous faire la main. Petite démo juste comme ça pour dézoomer un peu, pour parler un peu de Paramo. C'est un des premiers trucs que j'ai fait, c'est un open space. Donc, ce qui est très intéressant là-dessus, c'est qu'on peut jouer avec les petites poignées de l'interface utilisateur normale d'Archicad. Voilà, je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble quand on est à l'intérieur. Donc, il y a des petits sliders, alors qu'ils n'ont pas hein, le petit slider de Grasshopper. Hein, c'est bon, c'est pas très grave. Mais ça marche exactement pareil, c'est des paramètres. On produit un protocole donc pour générer des choses. Vous voyez que sur cet exemple, j'ai un bureau qui est un autre objet Archicad. J'ai un fauteuil qui est un autre objet Archicad. Donc, je peux faire appel à des objets. Je peux emboîter des objets comme ça au fur et à mesure. J'essaie de préparer une vidéo en ce moment. J'ai fait une arborescence comme ça. J'ai modélisé un arbre en fait en emboîtant plein d'échelles comme ça, donc en emboîtant la feuille, la branche, etc. Et j'ai fait exploser mon ordi, donc ce sera rigolo. Et l'énorme intérêt de ce truc-là, c'est que les sliders qu'on voyait tout à l'heure, si on les règle bien, on va avoir la possibilité d'ouvrir simplement la fenêtre des propriétés donc normale que tous les utilisateurs d'Archicad ouvrent
de manière à jouer avec les paramètres. Donc, on n'a pas besoin d'ouvrir la grosse interface avec plein de nœuds, plein de connexions, on n'y comprend rien. Pour jouer avec les paramètres, on peut jouer directement là-dedans. Et c'est vraiment ça que j'apprécie dans Paramo. C'est-à-dire que moi, j'aime beaucoup dessiner des trucs de fou, mais si je dessine des trucs de fou dans mon coin, ça reste de la 3D. Si je dessine des trucs de fou que mes collègues peuvent utiliser, eh ben, ça a plus de chances de devenir une réalité. Je continue avec ici. Alors, ici, on est, donc je reviens sur l'escalier. On est dans GeoGebra. En fait, je passe par GeoGebra. Souvent, je ne sais pas si vous connaissez GeoGebra, mais c'est une calculatrice graphique que tous les collégiens utilisent aujourd'hui. Alors, à mon époque, non, on n'avait pas d'ordinateur. Je ne fais pas du violon. J'ai vu la moyenne d'âge des gens qui me suivent à peu près. Vous êtes en général plus vieux que moi, donc je pense que vous n'aviez pas non plus d'ordinateur au collège, au lycée. Je passe par GeoGebra pour faire quelques tests. Alors ici, je mets donc giron 28 cm, giron extérieur 42 cm, et je regarde qu'est-ce que ça fabrique comme genre de marche. Ben, comme genre de marche, je vais avoir un angle en fait qui va naturellement se dessiner de 13 degrés. Et je me rends compte que si on desserre un petit peu cette contrainte, parce que les architectes, on aime bien en général être très très serré à la contrainte, pour se dire, bon, j'ai la contrainte, donc du coup je me serre au max, comme ça je profite un maximum de tout l'espace que j'ai de la contrainte. Bon, si on desserre un petit peu, si on se met sur un giron par exemple de 36 cm, on a tout de suite un angle, voilà, plus étroit, mais du coup une marche quasiment plus parallèle. Et donc on a plus d'espace pour faire un balancement. C'est là ce que je mets en bas. Sur un escalier de 180 degrés, ici, avec ces réglages-là, je vais avoir 14 marches balancées. Et sur un escalier de 180 degrés, dans le deuxième cas un peu plus desserré, je vais avoir 24 marches, donc plus de marches balancées, un peu plus d'espace. Et alors, je ne vous ferai pas la démonstration comme sur Grasshopper de comment ça marche par mot, parce que c'est beaucoup, beaucoup moins visuel. Alors, je vous ai dit, on n'a pas du tout de 2D, on n'a pas du tout d'intersection, de lignes, etc. Donc, tout ça est très, très imaginaire, c'est très mathématique. Faut tellement se l'imaginer, en fait, que ça n'avait pas vraiment de valeur de vraiment vous le montrer comme ça en vidéo accélérée. Mais je peux vous montrer un petit peu la démarche que j'ai eue comme ça avec ces 3 schémas. Donc, on va imaginer qu'on a donc... En fait, je vais tout caler sur ma ligne de foulée. Parce que finalement, c'est la ligne de foulée qui va vraiment régler mon escalier dans le sens où il faut vraiment que ce soit exactement la même distance entre 2 marches. Donc, je vais mesurer la ligne de foulée. Je vais diviser cette longueur par mon giron, en quelque sorte. Alors, à chaque fois, évidemment, je n'ai pas de ligne comme ça dans Paramo. Donc, je divise tout en fait en me disant, bon, alors là, j'ai un droit, là, j'ai un arrondi, là, j'ai un droit, machin. Enfin, c'est bordélique comme pas possible. C'est un des trucs les plus durs que j'ai eu à faire. J'avais organisé ce webinaire, je n'avais pas encore cet escalier. Hein, pour vous dire, j'ai un peu sué pour y arriver. Et dernière étape, je prends chaque marche et je tourne, mais en fait, toujours du même angle. Voilà. C'est un peu une simplification en quelque sorte de l'escalier que j'ai. Mais voilà, et j'arrive un petit peu à contrôler en quelque sorte que on ne dépasse pas les 42 cm simplement. Alors peut-être je peux vous le montrer. Voilà. En fait, en faisant des blocs qui ont une profondeur de 42 cm. Bon, c'est pas tout à fait exact, mais j'y suis arrivé à fabriquer un escalier balancé à l'intérieur. Là, typiquement, là, j'avais juste le cas. Hop, par ici, je pense. Il était où? Je l'avais vu. Vous l'aviez vu? Hop, là. Là, mes marches, je vois qu'elles se décollent les unes des autres. Je sais que je suis au-delà des 42 cm. Voilà, typiquement. On retombe à nouveau sur des cas voilà, qui ne fonctionnent pas. Donc, les fameuses marches qui se croisent, là, ici, ça va avoir une autre gueule un petit peu. Voilà, ça va avoir ce genre de gueule-là. Des marches qui se croisent. Bon, on voit avec un petit peu de jugeote ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Mais en général, voilà, on va arriver à dessiner donc, un escalier balancé sur Paramo. Dernière étape qui me reste à accomplir. En fait, les objets sur Archicad, si vous connaissez un petit peu Archicad, si vous l'utilisez, les objets sur Archicad sont toujours montrés dessus en plan. Or, c'est pas la représentation normée en architecture d'un escalier. Donc, il y a une semaine, j'ai demandé de l'aide sur le forum Archicad Link. Et comme je vous disais avec Blender, c'est pareil pour Archicad. La force d'un logiciel, c'est vraiment la force de sa communauté. Et ben, cette communauté, ils ont réfléchi vraiment très très vite. Alors je pense qu'il y a des pros là-dedans qui m'ont filé quelques lignes de code GDL à copier-coller dans l'objet. Ça marchait tout à fait avec Paramo, c'était tout à fait compatible avec. Et donc qui permet simplement de découper l'escalier, exactement comme vous le voyez ici. Voilà, je suis fin fou de ce truc-là parce que c'est vraiment trop bien. Donc voilà, si vous vous rappelez de la petite frise du début, on est passé un tout petit peu plus donc, dans l'interface textuelle.
mais ça marche trop bien. Et donc, même depuis la fenêtre des propriétés normales, on peut à nouveau régler tous les... Voilà, là j'ai mis béton maigre à l'intérieur. On peut régler toutes les épaisseurs de lignes et de traits. Je vais finir sur la question du garde-corps. Je renoue un petit peu avec mon étude de cas du début, le 22 Malzerbe. En fait, au moment où j'ai ce cas-là entre les mains, on me demande de dessiner le garde-corps. En fait, on me demande de dessiner le garde-corps sur Rhino. Et on me dit, bon, le garde-corps, il doit faire entre 95 cm et 1,10 m. Et donc, je dessine tout de suite ces deux lignes-là en jaune. Alors, c'est un petit peu petit, là, je l'admets. Mais ces deux lignes-là en jaune. Et en fait, je me rends compte au moment de dessiner ça, qu'en fait, ces lignes sont vraiment, vraiment pas jolies. C'est-à-dire que je ne vais pas arriver à partir d'une de ces lignes ou de la moyenne entre les deux lignes. Je ne vais pas arriver à partir de ce truc-là pour réaliser un escalier qui fonctionne bien. Donc là, à ce moment-là, je suis obligé de dézoomer, de repartir sur quelque chose de beaucoup plus DAO en 3D. Et à la fin, comme on était en chantier, il a fallu coter chaque marche, c'est-à-dire la hauteur du garde-corps au droit de chaque marche. Et on l'a refait en 2024 pour le 62 rue du Louvre que je vous ai montré tout à l'heure. On a à nouveau dû coter la hauteur du garde-corps au droit de chaque marche parce qu'à un moment donné, on a beau faire des équations, ça reste un métier manuel. La construction, ça reste un truc où voilà. Il faut rendre la modélisation compréhensible par la personne qui va la réaliser. C'est un petit peu la conclusion. Ah yes, Dr. Dre. Alors, l'énorme intérêt que je trouve à faire du paramétrique, c'est d'arriver à faire du variantage. Je vous montre ça sur un garde-corps. C'est une idée que j'ai piquée à Jonathan Hoffler, qui a réalisé pour le magazine Rolling Stone, c'est pour ça qu'il y a Dr. Dre et Snoop Doggy Dogg. Il réalise un jeu de typographie avec donc à chaque fois vous voyez que la typographie change à chaque fois, mais sans faire péter la mise en page. Et je trouve ça vachement intéressant de pouvoir, à la fin d'un travail de mise en page, pouvoir changer le style graphique, essayer différents trucs et voir si ça marche ou pas sans avoir besoin de tout rescaler, refaire, etc. Et je prends exactement cette idée pour me dire, bon, est-ce que je pourrais pas faire la même chose dans Paramo, prendre un objet parabon, un objet paramétrique, et finalement un des paramètres, donc où je vais changer 1, 2, 3, c'est d'arriver à trouver différentes options pour le garde-corps. Donc là, par exemple, je suis un garde-corps plein, je suis un deuxième garde-corps avec des barreaux, alors j'ai pris une contrainte de 11 cm voilà, entre deux barreaux. Et ici, je fais un dernier garde-corps. Alors, celui-ci, ouais, non, mais j'aurais dû zoomer un peu plus sur le truc. Bon, en gros, l'idée, c'est de dire les barreaux du garde-corps sont rythmés avec la largeur du giron. C'est quelque chose qui n'est pas possible sur Archicad. Comme dans Archicad, l'objet escalier et l'objet garde-corps sont deux outils complètement séparés, on ne peut pas rythmer le garde-corps sur le nombre de marches. On ne peut pas dire, bon, bah, chaque marche, j'ai trois trucs qui se mettent. Et deuxième chose qu'on ne peut pas faire dans cet exemple-là, vous voyez peut-être là, c'est des barreaux en oblique. Ça ne marche pas non plus sur Archicad. Quelques exemples de trucs qui n'existent pas sur Archicad. Comme je vous disais, le garde-corps rythmé sur les marches, le garde-corps qui se met perpendiculaire au limon, à la pente du limon, ça pareil, n'existe pas sur l'Archicad. Le garde-corps qui devient un autre objet, alors on est plus dans une notion architecturale, vous allez me dire, mais si, on peut faire, on met une dalle et puis on duplique la dalle, machin, oui, bien sûr. Mais encore une fois, on va être dans une manière de travailler où on va essayer de demander... 5 minutes ? Ça marche. Ouh, 5 minutes. Alors, on va essayer d'être dans une manière de travailler où on va avoir un peu plus, voilà, on va essayer d'insérer un petit peu plus d'intelligence et de systématicité dans la façon de travailler. Donc voilà, 2-3 trucs encore, un escalier en 2 parties. Alors, vous allez me dire, mais si, il n'y a pas de souci pour dessiner ça. Oui, d'accord. Si je vous demande par contre demain de mettre 5 marches au lieu de 4 en bas, bon, c'est la galère. Un traitement particulier au bout de la main courante. Pareil, ça, très très difficile. Et escalier en spirale, parce que je me suis dit, pourquoi pas. Je voulais vous montrer un escalier en spirale en vrai sur Paramo, j'ai pas eu le temps de le faire. Je vous montrerai pour une prochaine fois. On dézoome un peu, on a 5 minutes. Alors, pourquoi est-ce qu'on dessinerait, enfin, qu'est-ce qu'on dessinerait exactement en paramétrique?
Moi, je vois qu'il y a 2 raisons principales en général de dessiner, en architecture. Soit c'est pour faire de la visualisation à destination du client, soit c'est faire de la conception, de la collaboration avec les bureaux d'études et les entreprises. Donc typiquement, ce que vous ne dessinez pas en architecture normalement, c'est-à-dire tout ce qui est trop petit, par exemple un détail de façade, voilà, vous avez posé un produit en particulier sur une façade, vous n'allez pas le dessiner, vous allez simplement dessiner son épaisseur. Tout ce qui est, à droite, alors je mets une image, en IA, c'était pour dire simplement tout ce qui va être de l'ordre du bâtiment entier, pareil, vous n'allez pas le dessiner en paramétrique, ça a assez peu d'intérêt. Par contre, tout ce qu'il y a entre les deux, donc des dispositions de façade, ça marche super bien. Dispositions de mobilier, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Des dispositifs architecturaux, alors je pense à un système de cloisonnement, par exemple, ça pourrait être en paramétrique, pas forcément, mais ça pourrait l'être. Des motifs de finition en architecture d'intérieur, on fait des motifs de terrazzo, par exemple, en paramétrique, de la modélisation non destructive sur mesure. Je dessinais par exemple un fauteuil que je n'avais pas trouvé dans le commerce, je l'ai dessiné en paramétrique. Et des modèles de conception, c'est-à-dire des modèles avec un niveau de définition qui n'est pas terminé. Ça peut être voilà, de la morphogenèse, par exemple. C'est des choses tout à fait possibles. Et c'est ma dernière slide, donc je prends mon temps. Ah non. J'ai essayé de repérer un petit peu tous les moments où on pouvait gagner du temps avec cette façon de travailler. Puisque ça fait maintenant quelques années que j'en fais, donc j'ai mis de la gauche à la droite, FESA jusqu'à chantier tout à droite. On a fait un petit peu d'analyse urbaine avec Grasshopper, c'est-à-dire on a commencé à regarder un petit peu avec des open data si on pouvait insérer ça à l'intérieur de Grasshopper. Donc il y a des open data par exemple sur le bâti existant dans le Grand Paris. Voilà, c'est quelque chose. Mais par exemple, voilà, là vous avez le petit logo de Ladybug. Ladybug, c'est un petit plugin de Grasshopper qui permet de faire de l'analyse d'apports solaires, par exemple. Voilà. Des petites choses qu'on fait de temps en temps, ça nous permet de dire, par exemple, il y a des réglementations sur le logement, on se dit, bon, bah, s'il n'y a pas, je ne sais plus combien c'est, mais 300 lux 90% du temps, et ben ça, non, ça doit être 100 lux 90% du temps, et c'est 300 lux 50% du temps, je ne sais plus. Ça ne fonctionne pas, donc ça, typiquement, c'est des choses en FESA qu'on peut faire. J'utilise pas mal Blender sur de la modélisation conceptuelle, bah, en phase concours, typiquement, on vient de rendre un concours, j'en ai encore fait là, donc ça marche assez bien. Tout ce qui est entre l'esquisse et le Pro DCE, la modélisation d'objets particuliers. Alors typiquement, la dernière fois, c'était une grille de ventilation. Mon chef de projet me dit, bon, je veux une grille avec des ventelles. Il n'y a pas de grille avec des ventelles sur le BIM Et je me dis, bon, par mot, hein, c'est bon. On va faire ça, ça va le faire. Et ça l'a fait très bien. Ça m'a évité de le redessiner en 2D sur toutes les vues où on voyait ces cahiers de ventilation. Et puis, il y en avait 2-3 dans le projet, donc voilà. Tout ce qui va être entre APS et Pro, ACT, ouais, tout ce qui est là, on va faire de l'analyse de modèles 3D, donc de l'analyse d'IFC et puis de la gestion de projets. Donc, ce que je vous disais au début, gestion de planning, gestion de budget, bilan d'heures. On a refait à l'agence tout ce qui est feuille d'heure, tout le système de gestion d'entreprise. On l'a refait sur Excel. C'était un gros boulot, mais ça marche bien aujourd'hui, donc je suis assez content. Et enfin, en phase chantier, c'est vrai qu'on fait appel souvent à du Grasshopper pour réaliser. Alors, on sort complètement de l'état d'esprit IFC, Archicad, etc. Machin. C'est vraiment que pour dessiner du très petit détail. On avait dessiné par exemple des puits de lumière la dernière fois. Alors c'est très simple, donc on est en réhabilitation. Donc les puits de lumière existent déjà et en fait on veut simplement un habillage pour les décorer à l'intérieur. Et en fait 5 puits de lumière ont 5 dimensions différentes et on veut incruster à l'intérieur 5 luminaires différents. Je me dis voilà, flemme de dessiner 5 fois la même chose. Donc paf, on part en paramétrique et c'est beaucoup plus cool. Et ben voilà, j'ai peut-être un peu rushé, mais bon c'est cool. Ben, j'espère que ça vous a plu.